Salut à tous, Astana sur PCM 2022. En attendant que je puisse vous proposer enfin la suite de la carrière avec Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Astana, probablement la dernière fois que je vous propose du Astana sur Pro Cycling Manager. Sur cette version-là, il y aura quelques épisodes. On va essayer d'aller au moins jusqu'au Giro, voire jusqu'au Tour. Et dans mes rêves les plus fous, en plus 3-3. De formes aléatoires, de différentiels. Et dans la foulée de cette vidéo que j'ai proposée il y a 2 semaines sur l'optimisation des formes du jour, peut-être une saison 2, parce qu'en fait j'ai des rêves un peu fous de recrutement, mais j'en dis pas plus. Mais voilà, j'ai déjà fait ma petite liste et j'aurais bien envie de faire certains trucs. Alors, 4 modèles, j'en ai parlé, je veux pas reproposer les mêmes choses que dans la vidéo d'il y a 2 semaines. Il y a des petits calculs, des petites projections qu'on peut faire quand on est au début d'une saison, on le sait, et puis on peut se baser aussi sur les expériences des autres carrières. Par exemple, Lorenzo Rota peut nous servir grandement pour ce qui est de construire un enchaînement de pics, Tirreno, pic 1, Giro, pic 2. J'aimerais vraiment faire aboutir quelque chose de sympa pour Nibali, parce que c'est la dernière fois qu'on peut jouer avec Nibali, hors database décalée bien sûr dans les futures versions, mais voilà, hein, si vous voulez, il y a des fois des databases vintage qui sortent, mais là c'est la dernière, c'était la dernière saison de Nibali, il a raccroché le vélo il y a peu, et donc voilà, j'avais envie de jouer une dernière fois avec Vincenzo Nibali, je l'ai fait il y a quelques temps, et Astana, c'est une équipe intéressante parce que finalement, elle s'est très très mal comportée cette année en termes de résultats. Elle a connu une saison relativement désastreuse. Et donc, il y a des petites différences de préparation. C'est pour ça que j'appelle ça modèle Nibali, modèle Lopez. Nibali, c'est sur l'enchaînement Tirreno-Giro. Donc, en fait, on va viser sûrement un deuxième pic qui sera sûrement sur la deuxième partie du Giro. Alors que pour Lopez, j'allège énormément et je décale tout pour que ce soit le premier pic. Alors, il n'y a pas que Lopez, il y a aussi Dombrovski, Pronsky et Sébastien Henao. Alors que sur Nibali, j'ai calé Tejada, Conti et Nibali frère. Donc, ce sont des méthodes différentes pour préparer le Giro. Je l'ai dit donc dans la vidéo de la dernière fois. Et voilà, c'est sûr qu'il y a une part d'aléatoire qui est assez forte par rapport à ce qu'on va obtenir en pré-saison. Donc ça, j'y reviendrai dans quelques minutes, puisque les ajustements de pré-saison sont aussi essentiels pour ce genre de truc. Après là, on est sur un autre modèle avant de parler du modèle ardennais. Là, c'est le modèle flandrien. Je continue à penser qu'il faut se nourrir des petites expériences du passé. En l'occurrence, j'avais mon pic un peu trop tôt avec Girmay la saison 1 avec Intermarché. Et je veux m'en inspirer à ce moment-là pour essayer d'ajuster un pic aux environs du GP de l'E3 pour Gianni Moscon. Et puis, donc pour n'importe quel Flandrien, hein, modèle que je m'apprête à reproduire la semaine prochaine pour Tige Benoît ou pour probablement Girmay d'ailleurs. Dans la saison 2 avec Intermarché. Le modèle, en tout cas, tient bien, et il tient d'autant mieux si on veut un deuxième pic sur le Tour de France. Il faut juste faire gaffe à un pic qui arrive trop tôt et trop d'objectifs déclarés, parce que c'est bien gentil de mettre des objectifs multiples dans la période des classiques. Finalement, on met quasiment toutes les grosses classiques, mais attention, ça peut générer des petits problèmes, et voilà, c'est un truc que je développerai aussi dans une future vidéo avec cette équipe ici, puisque on verra un peu plus tard, je spoil un poil, mais que Gianni Moscon, il va avoir son pic un poil trop tôt, et du coup, il va commencer son travail de Tour de France un peu trop tôt, malgré les 11 jours de course, 13 jours de stage, etc. Les choses qui sont prévues et qui normalement collent très très bien pour avoir un bon pic, hein. Mais attention, parce que les multiples objectifs, c'est un petit piège
piège dans lequel on ne tombera pas avec Lutsenko. Je crois au final, c'est le modèle de l'Ardennais, donc celui qui prépare. Donc, moi je pense que l'Ardennais, on doit lui mettre un pic qui arrive soit vers le début, soit vers le milieu du Tour du Pays Basque. Et à ce moment-là, on est certain d'avoir grosse forme sur l'Amstel, sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège, avec comme ça de vraies chances en fin de période de classique d'aller faire un très bon résultat. Et voilà ce que j'ai proposé. Et puis après, dans la foulée, on l'envoie sur le Tour. Moi, par exemple, là, dans ma saison, Lutsenko, leader sur le Tour de France. Hein. J'ai mis Nibali Lopez sur le Giro. Et on verra bien ce qui se passe. Et par contre, Lutsenko sur le Tour de France, leader seul hein, de l'équipe, mais avec quand même de très bons coureurs autour. Et je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses. Et peut-être pas gagner, parce que je pense que désormais, la prédominance des notes physiques pour certains, ajouter quand même au comportement en montagne, ou en tout cas en arrivée au sommet sur de très très grosses ascensions de la part de l'IA, rend impossible le fait d'aller gagner. L'objectif, c'est pas tellement là, c'est plus d'arriver à dépasser les attendus en fait. Dépasser l'attendu, c'est dépasser le simple top 10. C'est peut-être d'aller chercher un top 5 par exemple. Voilà, le petit objectif que je me fixe. Le remplissage du reste de l'équipe prend pas mal de temps. Je l'ai monté en ultra accéléré ici. Et puis voilà, ça m'avait assez plu aussi dernièrement la composition de l'équipe, même si ça s'est pas très très bien terminé. Enfin ça va, Lopez n'a pas non plus été honteux sur la Vuelta, mais ça s'était pas super bien terminé cette Vuelta. En tout cas, aligner tous les leaders dessus, je trouve ça super excitant. Alors, au niveau des objectifs, Strade Bianche top 5, Tirreno, ouais ok c'est jouable, le top 3, Milano-San Remo, Milano-Torino, ça va. En fait, le plus délicat, ça va être d'être premier sur le Giro. Il y a aussi le top 5 à Paris-Roubaix que je trouve quand même assez difficile à aller chercher. Pour le reste, en s'accrochant bien, ouais, ça doit être faisable. Mais donc voilà, hein, sur Giro et Paris-Roubaix, à mon avis, les deux objectifs les plus délicats de cette équipe. Toujours pareil, on passe. Après, moi je fais toujours mes trucs avant le 3-4 janvier. Après, je passe et ça permet de aussi des fois modifier un peu le calendrier pour ce qui est de l'inscription aux courses. Bref, on connaît tout ça. Les formes au départ vont être héritées de quoi ? De ce que j'avais réglé en pré-saison. Alors pré-saison, c'est quelque chose, vous savez, hein, ce petit onglet dès le 1er janvier, donc là je ne l'ai pas montré mais on l'a tous en tête, qui va s'avérer déterminant bien évidemment. Et ce qui va faire que vous allez être à 82 ou à 88 ou à 85, peu importe au tout départ. Ici, j'ai aussi abordé la séquence de scouting de début de saison. Il faut se décider très très rapidement. Alors, je vais rechercher aussi en Amérique du Sud, l'Italie. Voilà, il y a beaucoup de champs possibles en fait pour cette équipe. L'Espagne, bien évidemment, il y a une tradition d'Espagnol chez Astana. On a également l'Asie de l'Est pour cible éventuelle. Voilà, on a pas mal de petites zones. J'ai un peu ajusté le recrutement. Voilà, donc le bilan, ça donne ça. On a des territoires aussi un peu nordiques, ça c'est en extra. Donc j'ai bien retenu que une fois qu'on aura nos rapports pour les jeunes, merci à Pascal Hubert la dernière fois, il va falloir aussi aller scouter de manière individualisée chacun de ces jeunes qui peuvent nous intéresser. Donc en vue de la draft, hein, je suis en train de préparer finalement le terrain de Astana U23 de l'année suivante, parce que c'est comme ça que c'est pensé le jeu. Ou c'est pas nul. C'est pas nul la manière dont les choses sont faites. Il faut juste connaître les règles et pas se faire avoir. Donc il peut y avoir des objectifs de développement avec une équipe comme celle-ci. Hein. Je disais en préambule qu'elle était passée relativement à côté de sa saison sur le plan des résultats cette année IRL en 2022. Et pour autant,
c'est une vraie équipe qui a de l'ancienneté, je dirais, sur le World Tour et qui permet donc à Nibali de terminer sa carrière ici. Nibali qui a pris très très cher au bout de quelques semaines, regardez. Déjà, une perte de notes plutôt conséquente, en fait, pour Vincenzo Nibali. Ça fait mal, en fait. Vous démarrez une carrière et puis au bout de 2 mois, vous avez déjà votre mythe vivant, en fait, hein, vainqueur quand même des 3 grands tours en carrière, etc., qui se prend un petit down au niveau des notes. Donc bon, ok, c'est comme ça. Et puis alors du coup, j'ai commencé à jouer. État d'esprit était le suivant. Jouer un max en essayant quand même de rien lâcher sur le World Tour. Hein, donc de ne pas lâcher de course. Pour essayer d'avancer jusqu'au Giro. Et après, essayer de jouer ce Giro vraiment de manière hyper sérieuse. Soit pour Nibali, soit pour Miguel Angel Lopez. Voilà. Il n'y a pas de what if réel sur le Giro d'Astana parce que Lopez paraissait pas très bien avant son abandon en vérité. Donc je ne sais pas si on aurait fait vraiment mieux que ce qu'il a fait avant de lâcher très très rapidement. Alors du coup après Nibali s'est retrouvé à jouer pour une 4 ou 4e place. Bon, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire d'un peu plus sympathique là sur une partie. Allez, on est sur Omloop. C'est l'entrée en matière pour Gianni Moscon, horriblement victime d'une sale forme du jour à -3, avec Fabio Fellini qui peut éventuellement aussi nous... Fellini c'est un couteau suisse un peu, hein. Il est capable de beaucoup de choses. Les plus anciens joueurs ici, regardez Stuyven qui se pète, voilà, malheureusement. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de quand Fabio Fellini était un jeune coureur qui était déjà sympathique à prendre sur PCM, avec que des notes vertes au-dessus de 70. Et donc sa polyvalence peut faire que quelquefois il nous sauvera la mise sur certaines situations d'objectifs sponsors. Donc c'est plutôt sympa. Fabio Fellini, j'aime bien. Vous avez vu ici Hausler, le vétéran, hein, Hausler, qui s'est échappé avec Dylan Van Baarle. Et derrière, la poursuite est menée avec Van Gestel. On a Wout van Aert qui est présent également. Et puis, au final, ça va sprinter. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est Heinrich Hausler qui va réussir à tenir le rythme imposé par Van Baarle. Ensuite, c'est Van Gestel qui règle le petit groupe de derrière. Fellini parvenant à s'accrocher. Regardez les petites galipettes de Stuyven sur la ligne. Je rigole, hein, on sait tous consécutivement à quoi ce genre d'image est dû, mais elle est assez fun, je voulais la remontrer. Donc voilà, Hausler qui prend le meilleur sur Van Baarle. Bon, bah, celle-là, franchement, pour arriver à la trouver d'avance, la victoire de Heinrich Hausler, fallait se lever tôt. Hein. Donc voilà, Fellini qui nous sauve un petit top 5. Il sera aussi un espoir de l'équipe sur Milano-Torino quelques semaines plus tard. Ensuite, une fois qu'on est avec le Head Folk qui est joué, eh ben, une semaine plus tard, il y a l'Estrade Bianche. Donc voilà, je fais quelques coupes dans ma progression. J'ai commencé à Omloop, j'aurais pu commencer à UAE ou sur des courses de préparation, mais ce n'était pas vraiment mon objet parce que j'aimerais avancer jusqu'au Grand Tour et aller plus loin. Strade Bianche, donc, sur lesquels Alaphilippe, Kung, Trentin, Dylan Teuns sont favoris, a priori. Alors, Strade Bianche, c'est l'occasion de voir pas mal de choses agréables et désagréables, comme par exemple, déjà, plutôt la bonne forme de Vincenzo Nibali, donc on ne sait jamais, peut-être sur sa dernière participation au Strade Bianche, peut-être avoir un miracle et un très très joli rôle joué par l'Italien. Sinon, il y a également Battistella qui est un vrai coureur à suivre. Hein. Je trouve qu'il s'est dans la difficulté de la saison d'Astana 2022, Battistella est quelqu'un qui
qui s'est illustré tout de même. Il a participé à pas mal d'échappées. Il est passé pas très loin de victoires dernièrement sur la Vuelta, mais auparavant, il a vraiment fait une superbe saison. Donc, c'est intéressant d'avoir ce coureur-là. Et c'est la raison aussi pour laquelle je ne l'ai pas recruté avec Intermarché ou Anti-Gobert. Aïe aïe aïe, catastrophe, chute de Vincenzo au moment où la course commençait à se décanter. C'est une très très mauvaise affaire que cette chute de Nibali au mauvais moment. On va demander à Tejada dans un premier temps de l'aider à rentrer. Et puis, on a peut-être la possibilité ici de rallier le groupe de favoris au sein duquel Gianni Moscon a réussi à tenir sa place, mais c'est tout en fait, il est tout seul le pauvre. Et du coup c'est délicat, je me dis, allez, faut revenir avec Vincenzo, ouf. Puis maintenant on va essayer de se le caler dans la roue, hop 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 hop, vous voyez ça, chute de Moscon et rechute de Nibali. Alors ils sont pas seuls, il y a aussi Alaphilippe, Pedersen et compagnie, mais très très mauvaise opération. On se prend quand même 2 chutes avec Nibali sur cette course inaugurale. Et du coup, après, le reste de ces Strade Bianche sera soit de l'observation de ce qui se passe à l'avant, où on a Richard Carapace de Gala qui s'est barré et qui nous fait un coup à la Pogacar. Et derrière, la grosse lutte pour nous, pour arriver à rentrer. Tiens, il y a aussi Quinn Simmons qui était infortuné avec nous dans le même groupe. Et Nibali qui poursuit sa remontée après avoir bénéficié d'un énorme travail de Gianni Moscon qui au final s'est sacrifié pour lui alors qu'il était mieux placé à la base avant les chutes. Bref, Nibali en poursuite, Carapace en domination sur la Via Santa Caterina. On voit Matteo Trentin qui essaie de jouer un rôle, Stefan Kung, fidèle au pronostic d'avant-course, qui est bien classé et qui terminera sûrement top 3. Voilà, c'est une victoire pour Carapace. C'est étonnant ce top 10 là auquel on va assister sur ces Strade Bianche. Plutôt étonnant. Carapace, Trentin, Kung, Genietz en 4. Alaphilippe qui lui aussi a chuté, donc forcément ça l'a bien impacté. Et ça l'a probablement empêché de reprendre Carapace dans le final, parce que sinon Alaphilippe c'est quand même assez difficile à jouer sur PCM sur les Strade Bianche. Et voilà, donc on termine 9ème avec Nibali qui sera quand même battu malgré la malchance. Je trouvais pas ça inintéressant, en tout cas, démarrer comme ça dans la difficulté. C'est bon, on est bon, Strade Bianche c'est fait. Et maintenant, Paris-Nice. Alors Paris-Nice, toujours sur les profils là, de cette année, de cette année écoulée 2022. Donc Paris-Nice, sur lequel voilà, j'ai un peu, moi j'ai scindé on va dire ma quinzaine de meilleurs coureurs les plus forts de l'équipe en 2 parties, qui sont évidemment Paris-Nice pour les uns avec Lutsenko et Lopez en tête de proue. On voit que Bernal est présent, Vingegaard, on a David Gaudu, on a également Almeida, Bardet. On a comme ça 2 jolis noms, Jack Haig, Maximilian Schachmann, etc., etc. Pas mal de bons prétendants ou de très bons coureurs qui peuvent faire un top 5 ou un top 10 qui sont alignés au début. Peut-être un duel, on verra, entre Vingegaard et Bernal. Quel rôle pour Lopez au milieu de tout ça? Oui, je dis Lopez parce que si on est sans pic de forme, à ce moment-là, Lopez-Lutsenko, à mon avis, le général, c'est plus Lopez qui le joue. Vous voyez que sur cette étape 1, on a déjà des bordures assez importantes qui s'étaient faites avant que les écarts ne se resserrent et que le peloton ne finisse par se reconstituer. Va-t-il réexploser au cours de cette étape 1? En tout cas, j'ai tenté mon coup avec le petit Velasco. Velasco, pour la petite histoire, transfuge de Gazprom en cours de saison. On sait pourquoi. Et allez, on va sprinter quand même. On va sprinter parce que Velasco, malheureusement, n'a pas réussi à tenir le coup. Et derrière, ça va se terminer, voilà, ici, au sprint. C'est Merlier, Voilà.
Merlier qui s'impose devant Florian Sénéchal, Brian Cocard, etc., etc. Jacobsen ne fait que 5e. On vient chercher comme ça, allez, 6 Lutsenko, 8 Almeida, Bernal 9. Bref, on a compris, les gens qui se sentent éventuellement concernés par le général ont sprinté, donc pourquoi pas nous. Et voilà, bon, une étape qui aurait pu déjà faire des dégâts et qui s'avère quand même assez neutre à la fin. Mais on n'est pas passé loin hein, de coureurs qui prennent la porte déjà, sans jeu de mots, sur l'étape 1. Ensuite, au Fargis-Orléans, étape 2. Ben là encore, il y a une zone de vent, sauf que on ne sait pas si en vérité le vent au départ va être très fort ou si ce sera mineur le rôle joué par cette zone de vent. Mauvais temps en plus ce jour-là, avec 10-15 km/h de vent de base et pénétration de la zone à l'intérieur de laquelle on va monter presque à 30, voilà, 30-40, ah ouais, quand même. Hein. C'est monté très très fort ici. Et donc le peloton va se mettre en file indienne, voilà. Et la seule question qu'on se pose à ce moment-là, c'est où est-ce que ça va casser? À quel endroit? Qui est-ce qui va être responsable de la cassure? On a aperçu Geraint Thomas qui s'accroche encore dans le groupe, là derrière Florian Sénéchal. Il y en a qui s'accrochent aussi pour revenir et pour recoller. Geraint Thomas, il est en train de souffrir, il n'est pas au bon endroit. Donc voilà, toujours amusant les zones de vent. Après, est-ce que pour autant ces écarts-là vont se maintenir ou est-ce qu'il n'y aura aucun retour depuis l'arrière en vue de la fin de l'étape? C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Hein. Parce que quand on en est là à 50 bornes de l'arrivée, regardez, Max Sharman, il est mal. Hein. Il est pas bien du tout. Fallait pas traîner aussi loin. Des fois, je me demande quand même pourquoi l'IA laisse traîner des coureurs importants relativement loin dans ce genre de situation où il y a comme ça beaucoup de vent. Vous voyez, ça relâche ici. 80 coureurs environ dans le groupe de tête. Ce sont des situations intéressantes, hein, je trouve. Hein, toutes ces situations de bordure là. C'est un des trucs que je préfère sur Pro Cycling Manager, surtout quand ça délire pas, quoi. Et là, c'était plutôt correct, la manière dont ça se comportait. Allez, ça sprint. Alors, ce qui est bien, c'est que on n'a pas besoin de passer beaucoup d'énergie, nous, à vouloir sprinter pour la gagne, puisque de toute façon, on ne gagnera jamais au sprint. Sur les sprints massifs, hein, j'entends. Hein. Sur un sprint massif, vous voyez, on arrive à faire 4e avec Simone Velasco, c'est déjà pas mal. Mais c'est tout. Hein. Après, le reste, c'est de se caler dans des roues. Avec Lopez, j'ai pris je ne sais quelle route favori. Avec Lutsenko, c'était Almeida. Et puis comme ça, on reste placé au général et on peut encore rêver à quelque chose. Mais pour le général, je parle final. Mais pour la victoire d'étape, voilà, on n'est jamais concerné. Astana, c'est une équipe intéressante en un sens. C'est qu'il n'y a pas de sprinter, à part le petit Italien qui s'est fait dégager pour dopage là en cours de saison. Et donc sur lequel finalement moi je l'ai là dans la partie mais c'est vrai que bon voilà c'était comme ça. il a pris la porte lui aussi et du coup il n'y a pas de sprinter et puis finalement ça nous oblige à jouer notre chance parfois avec des punchers ou ça nous oblige aussi à sortir en échappée et à essayer de jouer des coups de manière un petit peu plus astucieuse. Donc je crois que c'est une volonté chez Astana d'avoir plutôt une majorité de punchers. En tout cas, c'est leur ligne depuis 2021. Voilà. Ça fait donc 2 saisons écoulées qui sont sur cette ligne-là. Ils avaient eu l'heureuse surprise de pouvoir prendre des victoires avec Aranburu avant son départ chez Movistar en 2021. Aranburu avait fait une très belle saison en finale. Et le truc, c'est que par contre, là en 2022, on se retrouve assez démunis hein, à ce niveau-là. Par contre, il y a un secteur sur lequel on n'est pas démunis du tout. C'est dès que ça commence à être assez vallonné, on peut faire travailler, on peut faire de grosses différences. On peut éliminer pas mal de monde. Et c'était un peu mon objectif, je vous avoue, avant cette étape 3,
que d'arriver à faire une grosse sélection. Alors ce ne sera pas le cas à l'arrivée, regardez, puisque c'est Tim Merlier qui va s'imposer, mais il y a eu quand même grosse souffrance pour un maximum de coureurs, puisque ça termine, malgré le profil qui n'est pas non plus effrayant, ça termine juste à une cinquantaine de coureurs dans le groupe qui passe la ligne en premier. Donc Tim Merlier, comment peut-on contester sa supériorité ici? Je vois pas. Et derrière, tout le monde s'est accroché. On a essayé de durcir. Et des séquences comme ça sur lesquelles je serais amené à beaucoup durcir les courses, profitant de la richesse d'équipiers. Parce que tout de même, si je dois comparer, Astana, hormis sur les Flandriennes, donc j'ai bien dit, à part sur les Flandriennes, Astana c'est un peu plus fort que Intermarché ou Antigobert, je trouve. Voilà. Donc sur les Flandriennes, c'est pas vrai. On est vraiment pas du tout en canne. Mais par contre, où Intermarché sur les Flandriennes est super bien armé en vérité. Regardez les notes de départ des coureurs, ça fait des équipes qui sont assez somptueuses pour dire que l'équipe n'est pas majeure. Mais là, pour Astana, donc mis à part sur ce plan, c'est une équipe qui est très riche en fait, en termes de talent et de possibilités de jeu sur Pro Cycling Manager notamment. Rafier, Romo, celui-là je l'aime bien. Je l'aime bien Romo. Et je trouve que il peut avoir un beau développement. Cet ancien triathlète espagnol là, c'est un homme assez intéressant qui est passé au cyclisme finalement et pro chez Astana. Après voilà, on regardera de près chaque fois qu'il y a un contre-la-montre pour Lutsenko. Lutsenko qui est en fait, à 75 et 74 en CLM et prologue, je le trouve clairement sous-noté, l'ami Alexei Lutsenko. Et c'est pas bien grave, mais en tout cas, pour moi, ça vaut plus que ça. En témoigne sa victoire sur un Dauphiné, sur un contre-la-montre, je veux dire. En témoignent de nombreuses jolies perfs de Lutsenko par le passé. Lopez, là aussi relativement méprisé, c'est marrant parce que les gens qui font les DB doivent pas trop aimer Miguel Angel Lopez. Je trouve que ça fait plusieurs années que Lopez est assez systématiquement méprisé. Allez, Vingegaard. Ouais, pas mal. Deuxième temps, derrière Geraint Thomas. Et que fera Pello Bilbao? Pello Bilbao, traditionnellement plutôt bon rouleur, mais ça suffira pas. Et là, il va pas faire un très gros chrono. Vingegaard, deuxième, derrière Thomas. Du coup, ça nous donne des positions au général qui sont assez intéressantes, avec notamment le maillot jaune qui atterrit sur les épaules de notre ami Vingegaard et Lopez à ce moment-là à 42 secondes, au-delà de la 20e place. Mais aucun problème. En fait, Lopez a plutôt limité les dégâts qu'autre chose. Et désormais, ça risque de grimper. Et ça risque d'être plutôt à l'avantage de Lopez. Pour peu qu'on arrive en tout cas à le préserver sur des zones relativement vallonnées où il n'est pas excessivement bien noté. Et surtout qu'avec sa note de plaine qui n'est pas fabuleuse et sa note de descente qui ne l'est pas également, ajouté à la note de vallon, en fait ça devient un vrai défi par moment d'arriver à le gérer et de éventuellement gagner ce genre d'épreuve sans pic de forme en plus. Donc voilà, ça fait beaucoup de restrictions, mais moi j'aime bien en fait, je trouve ça assez rigolo de tenter quelque chose avec un coureur qui n'est pas forcément dominant. Allez, Vingegaard ne contrôle pas la course puisque ce sont les Bahrain Victorious qui font le boulot. On a vu aussi un Arkea Samsic là, qui était à l'avant. Et puis on arrive dans le dur. Voilà, on arrive dans le dur ici. Alors moi je joue défensif, tranquille. Lutsenko protégé, Lopez protégé. Puis à un moment on va sortir du bois évidemment, parce que il y a moyen de le faire avec ces coureurs-là. Velasco a terminé son travail de protection. Fedorov n'a pas encore terminé le sien, mais il n'y en a plus pour très longtemps. On demande à Debod, pas mal de Bod, mine de rien, le Sud-Africain, là, il n'est pas inintéressant ce coureur. Debod de protéger Lutsenko, et après on lui demande même carrément de rentrer en scène pour essayer
de terminer l'ascension. Allez, plus que 25 coureurs. 25 coureurs, 24 même maintenant, dans le final de cette étape. Donc il va y avoir des ravages en fait, ici. Et on va essayer de se battre pour bien terminer. Donc là, un petit peu de repos. On est 5 sur 25. C'est pas mal, non? Et ben ça, en fait, ça augure de pas mal de scénarios de fin de ce genre d'étape-là, où on a moyen de très très bien faire. À l'attaque de Lutsenko, c'est parti. Lutsenko qui part. Il en a manqué un petit peu, vous avez vu. On aurait été en forme légèrement supérieure. Oh là là, attaque de Bernal. Et suivi par Vingegaard. Ouais, les leaders s'excitent. Ouais, je pense qu'il en a manqué un tout petit peu à Lutsenko pour pouvoir faire un coup ici. Stuyven encore présent dans le groupe. Almeida qui se montre bien vigilant par rapport au départ des uns et des autres. Qui est parti là? Qui est parti? Quelqu'un qui va se faire reprendre, regardez, par le sprint victorieux de Jasper Stuyven. Et on vient mourir deuxième derrière Stuyven, ce qui n'est pas une mauvaise performance sur cette étape où on se retrouve donc avec une vingtaine de coureurs seulement qui vont terminer dans le même temps. Derrière, Gaudu et compagnie, c'est passé par la fenêtre. Ils ont tous craqué. Un certain nombre en tout cas de coureurs qui auraient pu jouer le top 10 largement en général. Et ils sont tous passés à côté. Il y a eu un moment donné où le rythme des meilleurs était trop élevé. Tiens, on voit une jolie performance pour Carlos Rodriguez. J'aime bien Carlos Rodriguez, je trouve ça intéressant. Aussi, on se retrouve donc deuxième derrière Vingegaard et Lopez toujours à 42 secondes. Que va donc décider cette fin de Paris-Nice? On va voir ça. Étape Courthézon au bagne dans la foulée, avec cette fin qui n'est pas non plus inabordable, mais auparavant quelques petits enchaînements de difficultés. Il y a peut-être moyen de tenter un coup. Tiens, Zimmermann est à l'avant avec Jacobs, et derrière ça contrôle tranquillement. Donc moi évidemment de loin je vais rarement chercher à contrôler avec cette équipe. Par contre, dans le final des étapes, on a vraiment des possibilités de durcissement. Je disais tout à l'heure, Lopez à -1, attention, Lutsenko à 0. On n'est donc pas vraiment optimiste avant cette étape-là. Mais il va falloir se battre pour limiter la casse. Et notamment avec Lopez. Parce que Lutsenko, je me fais jamais de soucis sur ce genre d'étape-là. Si on s'en donne les moyens, il ne sera jamais décramponné par les meilleurs. En revanche, Lopez, ça peut craquer. Oh là là, la chute de Bernal. Chute de Bernal, dommage, c'était un des favoris au général. Sivakov va essayer de le remonter. On voit qu'il y a aussi Carlos Rodriguez, justement, qui a été droppé pour pouvoir remonter son leader. Richie Porte également, Van Barle. Ça va bien travailler du côté chez Ineos Grenadier. Et Bernal rentrera au bon moment, parce qu'il ne fallait pas non plus subir plus loin que ça. Évidemment, je n'ai pas roulé, cela va de soi. Même si ça reste un jeu vidéo, c'est antisportif. Et allez, on est parti. Par contre, maintenant, on ose rouler. Il n'y a plus de pépins dont on puisse profiter, donc on ose y aller. C'est parti. Alors, il y a des coureurs, voilà, donc avec lesquels j'ai jamais joué par le passé, donc pas Velasco, mais donc Romo, moi c'était vraiment quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. De Bod, je trouve intéressant. Un autre avec lequel j'ai jamais rien proposé, c'est De La Cruz. Et je suis bien content de pouvoir aussi découvrir parfois des gens avec lesquels j'ai jamais joué. J'aime bien le profil de La Cruz. J'en ferai mon leader dans cette carrière-là. Il sera leader sur le Tour de Romandie. Puisque Lopez ira en Catalogne et que Lutsenko sera plutôt avec Nibali sur le Tour du Pays Basque. Pendant ce temps-là, pendant que ce Paris-Nice se déroule, attention, on va sprinter. Oh là là, Vingegaard qui arrive très bien. Ouais, qui va gagner? Regardez. Pensez à Vingegaard dans un premier temps, on pense à Romain Bardet juste après. En fait, non. C'est Bernal. Donc au terme
d'une étape dans laquelle les coéquipiers l'auront sauvé, Egan Bernal vient en plus remporter la victoire au sprint. Il devait avoir une jolie forme du jour, celui-là. Ce jour-là, regardez ici, il va se faufiler entre Bardet et Vingegaard, porteur du maillot jaune de leader. Ok, intéressant. On n'a pas pu faire mieux que 9, 13, 15, 16e de ce groupe-là. Ça fait surprendre, je pense, dans le final. Hein. Et au général, les positions sont resserrées parce qu'il y a quand même 7 coureurs en 16 secondes. Donc c'est pas mal. Hein. 16 coureurs en 7 secondes à l'approche de l'étape 7 qui va arriver au sommet du col du Turini. C'est assez intéressant et c'est plutôt annonciateur de suspense. Dans cette étape 7, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, comme d'habitude, une échappée plutôt conséquente, dizaines de coureurs en tout, qui sont là. Et derrière, on voit les Jumbo-Visma qui contrôlent partiellement. Mais c'est intéressant de noter quand même que Bahrain Victorious se mêle au contrôle de la course. Apparemment, il y a des ambitions. On va voir si dans le final c'est confirmé ou si c'était illusoire de penser. Alors je sais pas, moi je pense quand même à Bilbao, je sais pas vous, mais Bilbao c'est quand même une valeur sûre hein, sur les dernières databases des derniers PCM. C'est pas le Bilbao qu'on avait, chez Astana par exemple, il y a quelques années. Hein, donc Pello Bilbao qui a une belle fin de carrière, surtout depuis qu'il est chez Bahrain Victorious. Et donc voilà, c'est contrôlé par ses équipiers avec Jumbo-Visma. Et après, à un moment donné, il va y avoir un changement de configuration de course. C'est-à-dire que à mesure que l'ascension de Turini se rapproche, c'est Ineos, Grenadier, qui prend le contrôle. Et les Jumbo-Visma, vous voyez, ils ont complètement disparu. Jumbo-Visma imprime un très gros rythme. Bahrain Victorious, c'est de s'accrocher. Nous, on essaie de continuer à rester placé, mais il faut faire gaffe parce que si on ne va pas essayer de se brûler trop tôt, l'ascension dure quand même assez longtemps. On voit que le peloton se dégarnit. Il y a des gens qui ont commencé à tenter leur chance. Solaire notamment, animé d'un tempérament très offensif, va ici essayer de partir. Fait partie de quelques coureurs qui tentent leur coup ici. Lutsenko s'accroche, c'est tendu. Et Lopez également. Allez, on est pas mal là. On essaie d'aller en effort curseur, mais pas trop violent pour essayer de garder des forces parce que les plus grands ne se sont pas encore déclaré la lutte. À ce moment-là, il y a attaque de Egan Bernal. Waouh! Voilà, justement, quand on en parlait. Bernal qui part avec Vingegaard dans la roue. Ça, c'est intéressant. Moi, je choisis de ne pas répliquer de manière frontale. Vingegaard qui craque. Très bon, ça. Incroyable. Bernal s'envole. Avec Nairo Quintana aussi dans sa roue. Du bon Quintana, Bilbao n'aura jamais vraiment réussi à profiter du travail de ses équipiers. On reprend du monde ici. Voilà, on est avec un bon Miguel Angel Lopez qui va essayer de se placer. Lutsenko lâche, c'est un petit peu trop difficile cette fin d'étape. Il est à hauteur de Vingegaard, c'est déjà pas mal. Lopez, peut-être le seul capable de reprendre Egan Bernal. Non, il ne le reprendra jamais. Bernal, vainqueur au sommet du col de Turini, avec quand même près d'une minute d'avance sur Miguel Angel Lopez. Hein. Un bon Rigoberto Urán, Bardet, Quintana, Jack Haig, qui sont comme ça top 10. Vingegaard qui a craqué. Lutsenko, Bilbao, qui au final sont un peu à leur niveau en fait. Hein. Almeida décevant, clairement, hein, parce qu'il y avait quand même mieux à faire. Il doit avoir d'autres objectifs, Jean Almeida, que ça. Geraint Thomas qui finalement résiste pas mal. Mais bon, le problème, c'est que les dommages auraient été déjà faits avant pour Geraint Thomas. Donc, superbe victoire pour Egan Bernal. Allez, moi, j'ai hâte de voir Bernal la saison prochaine, là, parce que c'est quand même un drôle de coureur. Et cette horrible blessure lui a quand même fait un mal terrible. Et c'est sur un vélo qu'on a envie de le voir. Il y a eu d'être 3 Colombiens aux 3 premières places du général. C'est amusant. Au moment d'aborder l'étape 8. Donc, cette étape 8...
a priori peu sélective, je veux dire entre coureurs du général, et qui serait peut-être le terrain idéal pour chasser une victoire d'étape pour nous, puisque je rappelle qu'on n'a rien gagné là. Alors, je vais vous donner un peu le autour de ce que je montre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai simulé le début de saison. Je crois que Nibali s'est pris une petite victoire sur une course de prépa. Mais pour ce qui nous concerne ici, Lutsenko n'a rien gagné. Lopez a dû s'imposer, je pense, sur une étape ou deux du Tour de la Communauté de Valence. Donc il n'est pas en déchéance non plus. Hein. Il a quand même une petite victoire. Il n'a pas un mauvais moral, Miguel Angel Lopez, mais bon, voilà le contexte. C'est quelques petites victoires, mais très très rares sur les courses de prépa. Allez, on essaie de se lancer ici. Donc, il y a une descente à faire avec Bardet et Quintana. Allez, on joue le jeu. Il y a une vingtaine de secondes. Ces trois hommes peuvent aller loin s'ils collaborent. Allez, on va essayer de se mêler à la lutte. D'ailleurs, dans un premier temps, j'envisage de prendre la roue de Romain Bardet. Mais le problème, c'est qu'à aucun moment, ça va vraiment collaborer. C'est-à-dire que j'avais donné la main à un moment donné. Après, derrière, je regarde un peu comment ça se passe parce que Bardet, c'est très fort en descente. Et puis, en fait, on s'est fait reprendre majestueusement par le groupe de favoris, quoi. Voilà, bon, bah ok, on veut un sprint sur la promenade des Anglais, pas de problème. Quintana, Vingegaard, Bernal, tiens, qui est-ce qui va s'imposer ici? Eh ben, Bilbao, tiens, justement, on en a parlé. Bilbao prend sa victoire d'étape. Nous, on n'a pas eu du tout la possibilité d'exister. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que Bardet, Quintana, Lutsenko collaborent. Mais dans la descente du col d'Ez, c'est rare que vous ayez collaboration de très bons coureurs. Alors, savoir pourquoi, mais c'est très très rare qu'on obtienne la collaboration des autres dans cette configuration de course-là. Bon, ok, très bien. Et dans cet endroit-là, surtout, sur l'étape 8 de Paris-Nice. Plutôt traditionnel pour ce coup-ci. Donc, je m'arrête là pour le moment. Il y a bien sûr des heures de vidéo à suivre avec Astana. Je vous dis pas quand, mais ce sera Tirreno, ensuite les deux classiques italiennes, Bruges-la-Panne, Grand Prix de l'E3, Gand-Wevelgem, que je proposerai dans une future vidéo. Donc aujourd'hui on était jeudi et c'était pas Wanty. Et puis j'espère vous dire à la semaine prochaine pour Intermarché et à un de ces jours pour la suite avec Astana. Bye bye.